Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle déclinaison d'un temps d'avance, le témoin d'un temps. Dans ce nouveau format, je mènerai des entretiens originaux de personnalités qui ont été à la fois acteurs et témoins d'un temps, que ce soit dans le domaine de la politique, de la culture, de l'économie, du sport, en bref, tout autant de thèmes qui nous permettront de saisir et comprendre les enjeux passés et actuels de notre société. Dans ce premier épisode, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec Éric Woerth dans la magnifique ville de Chantilly, commune des Hauts-de-France qu'il a dirigée comme maire pendant près de 22 ans. À la fois député, secrétaire d'État, ministre, Éric Woerth s'est imposé au fil des années comme un acteur majeur de la vie politique de la Ve République. Homme de droite, il a été à l'origine de nombreuses réformes emblématiques sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, comme celle des retraites en 2010. Éric Woerth, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le premier témoin d'un temps. Alors ma première question, elle est simple. Nous sommes ici à l'hippodrome de Chantilly, magnifique hippodrome. Pourquoi vous avez choisi ce lieu pour notre entretien? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il représente Chantilly, Oui. Cœur politique. On est très attaché à sa ville. Comme j'étais maire à 22 ans, c'est très très long. Et il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Et il s'est passé notamment quelque chose d'extraordinaire à Chantilly. C'est qu'on est passé de la fermeture décidée de cet hippodrome, on est en 1994, à une renaissance totale, puisque nous le sauvons, on agit, tout ça est une longue histoire, on agit avec beaucoup de conviction, avec tous les professionnels, avec tous les entraîneurs, avec une partie des collectivités locales, pour empêcher cette fermeture. Et puis in fine, quand on obtient l'annulation de cette fermeture, on est en 1995, alors à ce moment-là, on développe cet hippodrome pendant 20 ans, avec des soutiens aussi massifs que ceux de la GACAN ou de grandes collectivités locales. Donc c'est un symbole, et le symbole du cheval de course est très important pour Chantilly, c'est un symbole international, mais c'est aussi une activité économique. Donc c'est beaucoup de choses. Puis c'est un paysage, c'est un très beau paysage. Alors nous allons maintenant passer à la rubrique des 3 temps. Le premier temps, vous représentez la 4e circonscription de l'Oise en tant que député, mais vous êtes aussi le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Alors à quoi ça sert une commission des finances et quel est votre rôle en tant que président? Alors il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale qui sont définies par la Constitution de notre République, la Constitution de 1958. Et il y a une commission qui, depuis une dizaine d'années, depuis Nicolas Sarkozy en fait, est réservée, dont la présidence est obligatoirement occupée par un membre de l'opposition. Toutes les autres commissions, les 7 autres, sont présidées par un membre de la majorité. Donc c'est le cas dans cette législature. Mes collègues m'ont élu, puisque c'est une élection, à la tête de cette commission. Pourquoi? Parce que c'est la commission des finances, elle examine tous les budgets du pays, donc c'est un temps très long, c'est un texte très complexe. Elle examine tous les textes qui ont trait aux finances de l'État, des collectivités territoriales, la sécurité sociale étant examinée par la commission des affaires sociales, et elle examine aussi tous les textes de nature financière ou économique, les textes qui ont lieu sur les banques, les assurances, enfin beaucoup de sujets, on est au cœur de la vie publique. Et elle est une commission qui contrôle le gouvernement. Elle s'appelle Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Donc c'est c'est pour ça d'ailleurs que ce contrôle du gouvernement, de l'action du gouvernement en termes financiers ou en termes d'efficacité reviennent à l'opposition. C'est plus naturel que si c'est la majorité qui se contrôle elle-même. Voilà. Mais la majorité est évidemment majoritaire à l'intérieur de la commission. Aujourd'hui, les députés d'En Marche, les députés modèles, sont évidemment majoritaires par rapport aux autres députés. Donc je fixe l'ordre du jour, je réunis le bureau, je détermine la nature des travaux, je fais la police de la commission, je donne mon opinion au ministre avant que la majorité ne s'exprime. D'accord. Alors maintenant, notre deuxième temps, le 18 mai 2007, vous êtes nommé ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, un poste très important au sein du gouvernement de François Fillon. Vous ressentez quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui domine? C'est de la fierté? C'est une forme d'aboutissement? C'est la peur peut-être aussi? C'est beaucoup de choses en même temps. C'est d'abord, une joie. Une joie, au fond, quand vous faites de la politique, c'est pour avoir des responsabilités, sinon
Et puis d'avoir des responsabilités aussi nationales, c'est très important, vous le faites aussi pour votre pays. Je sais bien que ça peut paraître parfois un peu grandiloquent, mais c'est en réalité la vérité. Après, il y a un petit moment de peur, ou en tout cas un pincement au cœur, parce que ce poste n'existait pas auparavant. C'est Nicolas Sarkozy, c'est le président Sarkozy qui le crée, et qui crée un poste complet de ministre à Bercy. Avant, il y avait un ministre et des secrétaires d'État. Et deux ministres d'égale importance à Bercy, à l'époque Christine Lagarde et moi. Christine ayant tout ce qui relève de l'économie et la représentation de la France à l'international et des entreprises, et moi relevant de tous les moyens publics, c'est-à-dire à la fois les budgets de l'État, mais aussi les budgets de la sécurité sociale, c'était très nouveau, c'est plus important que le budget de l'État, d'où les retraites, et puis les fonctionnaires. Je suis également à ce moment-là ministre de la fonction publique, donc les moyens humains, les moyens financiers, et les moyens de la réforme de l'État. Réformer l'État, c'est-à-dire comment essayer de changer les politiques publiques pour qu'elles soient plus efficaces. Et qui c'est qui vous appelle d'ailleurs à ce moment-là? C'est l'Élysée qui m'appelle pour me demander de venir voir le président de la République. D'accord. On est, je pense, un samedi matin. Il est entré à l'Élysée la veille, puisqu'il y a une période de temps entre l'élection et l'entrée du nouveau président à l'Élysée. Et on me demande de passer le voir dans l'heure qui vient. Bon, je mets un peu de temps pour venir de Chantilly. Et pour arriver à l'Élysée, à ce moment-là, le président de la République me reçoit et me dit voilà, je vais te confier un nouveau ministère, le ministère du budget, etc. Et je lui dis mais j'ai déjà été au gouvernement, parce qu'il me dit ce sera la première fois que tu seras ministre. J'avais été secrétaire d'État en 2004 ou 2005. Et là, il m'explique que c'est pas tout à fait le même niveau et que non, c'est comme si c'était un début, et il avait totalement raison. Et justement, alors vous avez été à l'initiative de la réforme des retraites en 2010 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes le système des retraites à l'époque et les changements que vous avez voulu y apporter? Alors à ce moment-là, je suis ministre du Travail. Ouais. Je sors de Bercy pour prendre le ministère du Travail. Je garde la fonction publique d'ailleurs. Je deviens ministre des Affaires sociales, dans lequel il y a notamment des comptes sociaux, dont pas la santé, mais les retraites. Et en fait, j'y vais pour entamer une réforme des retraites, parce que je l'avais voulu 2 ans avant. Le président avait considéré que ce n'était pas dans son programme. Et puis après la crise, l'énorme crise de 2008-2009, on décide de réformer le système de retraite qui devient très très déficitaire parce que les cotisations rentrent plus. On ne se souvient plus, cette crise elle a été énorme, quasiment centenaire. Nous avons un système par répartition, c'est ça que les gens doivent comprendre. Parce que souvent on le dit mais on ne sait pas. Et souvent on entend, sur le marché de Chantilly, je l'ai souvent entendu, on entend « j'ai cotisé toute ma vie, j'ai le droit à ma retraite ». Ben non, en fait, tes cotisations ont servi à payer la retraite des autres. Et donc ce sont les actifs qui te paieront ta retraite. Et si les actifs n'ont plus les moyens de le faire, ben, tu n'auras pas de retraite. Et donc c'est aussi simple et aussi dangereux que cela. C'est beau, c'est solidaire, mais c'est aussi très dangereux. Donc il faut que ce soit équilibré. Si ce n'est pas équilibré, ça veut dire que les marchés financiers, la dette, payent les retraites et ça devient extrêmement fragile comme équilibre. Donc on avait beaucoup de déficits, donc nous avons augmenté l'âge de la retraite. Nous avons augmenté de 2 ans l'âge d'autorisation de partir à la retraite. Ça a rééquilibré le système des retraites. Il était équilibré jusqu'à l'année dernière, donc c'était très puissant comme réforme. Et ça a mis des millions de Français dans la rue. Il y a eu vraiment une période extrêmement dense et extrêmement dure, parce que c'était plus que d'augmenter de 2 ans, c'était de casser un symbole. Les 60 ans, c'était symbolique. C'est très compliqué en réalité de comprendre dans le détail le système des retraites. Il y a beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué et peu de gens le savent. Mais il faut faire très attention parce que c'est la vie. C'est au fond une réplique de votre vie. Moi j'ai vu des jeunes venir me voir à cette époque-là, j'ai reçu tous les syndicats, j'ai reçu tous les partis politiques plusieurs fois, et j'ai vu des jeunes lycéens venir me parler de leur retraite. On considérait qu'ils avaient peut-être d'autres sujets à traiter auparavant, mais enfin bref, c'était au fond, c'est le reflet de votre carrière. Donc c'est très humain, c'est pas uniquement des paramètres ou un système, c'est au fond vous, votre carrière, votre vie, vos salaires, vos heures, vos malheurs, vos bonheurs, tout ça se transforme à un moment donné dans une vie qui est un peu la troisième vie, après l'enfance et la jeunesse, la catégorie de l'activité, puis tout d'un coup la retraite. Et il faut faire très attention à conserver ce côté extrêmement humain. Venons-en maintenant à la rubrique Points communs, différences.
Alors, vous avez exercé des fonctions au sein du gouvernement sous les mandats présidentiels de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez un point commun et une différence entre les deux hommes que vous avez côtoyés? J'ai mieux connu en fait Nicolas Sarkozy parce que j'ai travaillé avec lui plus directement. Ouais. J'ai travaillé avec Jacques Chirac, j'étais dans son gouvernement, mais au fond assez loin, secrétaire d'État, ça peut être très très loin du président de la République, et donc j'étais relativement loin du président de la République. Donc j'ai pas travaillé tout à fait directement avec Jacques Chirac. Jacques Chirac était moins, me semble-t-il, peut-être que d'autres me contrediront, mais moins intéressé par le fond des dossiers. C'est un homme politique au sens large du terme, avec une vision. Nicolas Sarkozy avait cette vision, toujours d'ailleurs, mais en plus, elle met entrer dans le détail des réformes. Il avait occupé plusieurs grands ministères auparavant, dont Bercy, où il était rentré dans le détail de la fiscalité. Il s'engageait beaucoup. Il aimait comprendre les réformes. On ne peut pas dire qu'il disait la tendance suivra ou le Premier ministre réglera le problème. C'est pas le cas. Nicolas Sarkozy travaillait en profondeur. Jacques Chirac travaillait autrement. Peut-être, j'ai trouvé beaucoup d'humanité dans les deux, mais exprimée différemment. Au fond, Chirac, on a toujours dit que c'était très humain, et c'est vrai. Sarkozy aime profondément les Français. Ça se voit parfois moins parce qu'il s'énerve, parce qu'il a des mots, parce que bon, voilà, c'est deux personnes différentes, deux grandes personnalités. Ouais. Ensuite, vous avez exercé la fonction de maire, vous exercez celle de député. Aujourd'hui, un point commun, une différence entre les deux postes? L'envie de servir ses concitoyens. Ça a l'air bête à dire, et parfois les gens ne le croient pas, mais c'est le moteur essentiel. Sinon, vous ne consacrez pas une grande partie de votre vie à vous occuper des problèmes des autres, et donc à prendre moins de temps à vous occuper de vos propres problèmes. Donc c'est l'attachement à des communautés humaines. Quand vous êtes maire, on peut toujours dire que vous allez refaire telle voirie ou construire tel bâtiment. Bon, ça c'est quand même à la portée d'un peu tout le monde. Mais c'est quand même d'abord d'être le représentant d'une communauté humaine, d'une vraie communauté humaine. Et une mairie, une ville, c'est une communauté humaine. Il y a peu de communautés de rattachement. Votre famille, c'est par principe une communauté privée de rattachement très forte. La nation, sans doute. Le département, pas beaucoup. La région, pas beaucoup non plus. La ville, oui. C'est la ville où vous êtes né, c'est la ville où vous avez eu vos amis, vous y êtes revenu ou pas, ou c'est la ville où vous avez décidé d'habiter à un moment donné, c'est la ville où vos enfants sont scolarisés, où vous décidez de terminer votre vie. C'est beaucoup de passion humaine. Et du coup, dans la différence, c'est le nombre de personnes peut-être à qui on a affaire. Oui, c'est une différence d'échelle qui est considérable, évidemment, qui est considérable. Vous avez commencé votre carrière politique dans les années 80. Aujourd'hui, en 2020, vous êtes encore dans la vie politique. Un point commun, une différence entre justement cette vie politique d'hier et celle d'aujourd'hui? D'abord, j'ai vieilli. C'est une grosse différence. Mais j'ai toujours la même envie, mais différemment, probablement. Les années 80, j'avais beaucoup moins de responsabilités. Je travaillais dans le privé, je commençais à travailler, je sortais de mes études. Je pense qu'il y avait moins d'exigences de toutes parts. Et je pense qu'il y avait plus de projets et plus d'enthousiasme. Même s'il y a eu des crises et des hauts et des bas, mais il y avait plus d'enthousiasme. Aujourd'hui, je trouve que le climat n'est pas bon, en tout cas n'est pas le bon. Il est bon dans d'autres parties du monde, vraiment. Il est étonnamment grincheux en France, et on a le sentiment que les Français sont heureux individuellement et extrêmement malheureux collectivement. Les années 80 ne se posaient pas ce type de questions, on était encore dans un chômage important, on l'est toujours, mais il y avait probablement plus d'envie. Et il n'y avait pas de transition comme aujourd'hui on la vit. La transition écologique, la transition numérique, l'intelligence artificielle, tous ces sujets qui ne sont plus des sujets de colloque, qui sont des sujets de vie quotidienne, ils changent la vie des gens. Et au fond, on n'a dit à personne que ce serait pour une meilleure vie. On ne voit que les aspects négatifs. Et dans l'application, on ne voit que les punitions que cela implique. Alors qu'au contraire, c'est des formidables engagements de vie. Il faut retrouver l'enthousiasme. Cet enthousiasme, il est, je ne sais pas pourquoi, en tout cas on pourrait le développer, cet enthousiasme, il est largement entamé aujourd'hui. D'accord. Et pour terminer, si je vous demande un épisode de votre vie politique qui vous a profondément marqué, ce serait lequel? Sans doute mon départ du ministère de Bercy pour passer au travail, parce que je m'étais attaché à ce ministère.
même si très puissant, avec beaucoup de fonctionnaires. On avait fait beaucoup de réorganisation, beaucoup de choses de toute nature, et j'aimais profondément ce ministère, même si dans l'imagerie populaire, Bercy est une sorte de monstre froid, qui fait peur, la fiscalité, les taxes et tout ça, les douanes, les contrôles, ça fait toujours très peur. Et en réalité, c'est aussi un ministère très humain où j'ai trouvé des fonctionnaires extrêmement engagés et où j'ai vécu plus de 3 ans, de manière extrêmement forte. Merci beaucoup, Éric Woerth. Merci.